Et ce paradoxe, c'est qu'on nous a dit en extérieur, il n'y a pas forcément de danger, il faut aérer, ce que disait l'IFJI, et d'un seul coup, paf, retour du masque. Non mais le masque en extérieur, pour moi, c'est un bond en arrière d'un an, quoi. Voilà, C'est le cas dans les faits, de toute façon, concrètement. Non mais vous vous baladez sur le boulevard Saint-Michel à 22 h où il n'y a personne, enfin on vous demande de porter le masque, tout ça. Il n'y a aucun discernement dans ce qui est fait, et je suis désolé, mais c'est pas très utile. Je sais pas combien de gens ont été contaminés en extérieur, ça doit exister, je veux pas le nier, mais enfin, je pense que là, il faut arrêter de se lobotomiser soi-même. Il y a un moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de mesures utiles. Par exemple, là, dans les transports en commun à Paris, puisqu'il est question de zone dense, ça serait bien que dans les transports en commun, il y ait des distributeurs de gel hydroalcoolique. Vous voyez, je pense que ça serait un peu plus utile que d'imposer le masque en extérieur. Je pense que ça serait bien que dans... Il y en a sur les arrêts de bus, notamment, j'en ai vu beaucoup. Oui, dans les arrêts de bus, mais pas dans le métro. Dans le métro, j'en ai jamais vu. Vraiment, jamais. Je prends plus le bus que le métro, donc je vous dis ce que je vois, mais effectivement, voilà. Mais et dans le métro, c'est bien bondé, ouais. je vous le dis. Et surtout dans les RER, etc., le matin. Il y a d'autres choses qui pourraient être faites de manière utile. Par exemple, de distribuer des masques FFP2. Voilà, ça c'est utile. Mais pourquoi on le fait pas ? Parce qu'il y a un an, la production de masques FFP2 a chuté de 90%. C'est-à-dire qu'en fait, on est en face d'un gouvernement qui, à chaque fois, pense gérer l'épidémie, pense gérer la vague. Il y a 13 jours, je vous rappelle quand même que Olivier Véran, qui est un grand champion en la matière, je le cite, nous disait que nous freinons le variant Omicron avec succès. Ouais, il y a 13 jours. Donc là, il a fini sa bûche de Noël, il se rend compte qu'il y a problème. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il panique. Le gouvernement panique à chaque fois. Et il nous impose des choses, je suis désolé. Le port du masque en extérieur, non seulement c'est un redon. Et chez les gens, là, vous avez eu des gens qui sont sûrement... Oui, je ne sais pas si c'est représentatif, hein, je le disais aussi. En tout cas, c'est des braves gens, je veux dire, c'est pas grave, mais et puis c'est bien des gens qui respectent la loi, je dis pas le contraire, mais moi, je trouve ça débile par rapport aux urgences qu'il y aurait, par exemple, à distribuer à nos profs des masques FFP2 pour la rentrée. Ça, c'est utile, vous voyez ? Eh bien, vous savez, on en reparlera dans FMTV. David Guiraud, je rappelle que vous êtes porte-parole de la jeunesse de la France Insoumise, et vous disiez, en gros, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les médecins nous disent que la contamination en extérieur est limitée, que c'est une mesure une mesure gadget. Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus que les annonces du gouvernement lundi pour être vraiment efficient face à cette menace, selon vous? Bah là, c'est comme le Monopoly, quoi. C'est retour à la case départ. On a un gouvernement en fait qui prévoit pas les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais il y a 13 jours, on avait quand même le ministre de la Santé qui nous disait nous freinons le variant Omicron avec une situation épidémique, ça change. On a 10 jours ou 15 jours de retard par rapport à Londres et à... Oui, mais justement, si c'est ça la définition du mot succès, moi j'espère qu'il va pas nous souhaiter du succès et de la santé pour 2022. On va tous finir avec la lèpre et le compte en banque à zéro. Non, moi je suis pas d'accord. Il y a des choses à faire qui sont concrètes, qui peuvent être faites. Équiper nos enseignants en masques FFP2. On peut en produire des masques. Pourquoi la diminution a chuté de 90% cette année par rapport à 2020 ? On ne sait pas. On a arrêté de produire, en fait. On s'est dit que c'était bon. Et à chaque fois, c'est la même chose avec ce gouvernement. Il ne prévoit pas les choses. Il n'y a toujours pas de gel hydroalcoolique dans les métros. Voilà, moi, je trouve que ça serait utile quand même d'avoir du gel hydroalcoolique. C'est plus utile, si vous voulez, à mon sens, que d'avoir le masque en extérieur. Voilà, parce que le masque en extérieur, sauf sur les rues qui sont bondées. Mais la vérité, c'est que de toute façon, sur les rues bondées, les gens qui ont un peu peur, ils mettent leur masque. Enfin, moi, j'en vois des gens avec leur masque dans la rue. Donc, c'est pas dans la rue le problème. Mais on ne sait pas où il est le problème avec ce gouvernement. Il y a un an, la ministre du Travail, elle nous disait qu'on ne se contaminait pas au travail. Ah, maintenant, il faut passe vaccinal pour aller au travail. Enfin, vous vous rendez compte quand même de ce que ça veut dire sur les gens ? Le passe vaccinal pour le travail, pas encore. Ça serait tardé. Ah, ça, je vous reposerai la question. Non, mais on a des gens qui ont des réactions épidermiques comme ça. Ça les gratte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La bûche de Noël ne devait pas être bonne. Et donc, ils se disent il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ils sont en train de nous faire des mesures. Il y a un risque lié si le gouvernement ne prenait aucune décision. Vous seriez le premier à me dire il ne fait rien et on nous laisse nous contaminer. Mais rendez-vous compte, par exemple, de l'état du débat démocratique. Vous savez, en ce moment, on est en commission. Oui. Où il y a justement cet examen notamment du pass vaccinal. On va y revenir dans un instant d'ailleurs. Ah bah alors, je vais garder ça pour tout à l'heure, parce que vous allez voir, c'est très intéressant. D'accord, bah écoutez alors, auto-coupé pour me parler de ce pass vaccinal après ce reportage. Quel était votre sentiment à la fois sur ce que dit le ministre de la Santé? Alors sur le pass vaccinal, c'est tout à fait intéressant. On a une politique sanitaire qui est quand même globalement construite sur une pyramide de mensonges. Je vous rappelle que vous avez plusieurs personnages au sommet de l'État qui nous ont dit plusieurs fois, à de nombreuses reprises, que le pass vaccinal, que le pass sanitaire à l'époque ne serait pas obligatoire, qu'il ne concernerait pas les lieux de commerce ou de plaisir ou de loisirs, etc. Ça n'était donc du coup on est en train de revenir sur une promesse. Donc il y a des gens qui se disent mais que vaut la parole des gens qui me représentent. Vous aviez aussi dans le concours un peu là, parce que c'est un concours en fait je pense. Vous aviez quand même Jean Castex, le Premier ministre sur TF1. Je veux dire le Premier ministre, donc le deuxième personnage de l'État sur TF1, première télé publique, qui nous disait en juillet, privée pardon, qui nous disait en juillet que les personnes qui ont 2 doses n'ont plus de chance d'attraper la maladie.
Alors c'est marrant, moi il disait ça, j'avais des proches dans mon entourage à ce moment-là qui avaient les 2 doses et qui étaient et qui avaient le Covid. Donc c'est bien, non mais je veux dire c'est intéressant. Avec des gens comme ça au pouvoir, je veux dire on se sent serein. Et puis surtout derrière, regardez l'état démocratique de notre pays. On est en train d'avoir une discussion là en ce moment à l'Assemblée. Dans la discussion à l'Assemblée, nos parlementaires, donc du groupe de la France Insoumise, ont fait une 50aine d'amendements, une 60aine d'amendements. Il y en a 11 qui sont rejetés. Juste pour que vous compreniez, quand on propose par exemple d'inscrire dans le code de la santé publique le principe selon lequel la France, en cas de catastrophe sanitaire internationale, peut lever les brevets, on nous a dit non, c'est un cavalier législatif, vous n'avez pas le droit. Quand on propose un pôle public du médicament, on nous dit c'est une charge supplémentaire pour l'État, vous n'avez pas le droit de présenter cet amendement. Quand on dit qu'il faut des tests gratuits, des capteurs de CO2 ou des purificateurs, de nationaliser Sanofi pour faire un pôle public du médicament, vous n'avez pas le droit, c'est une charge supplémentaire. En fait, si vous voulez, le système démocratique est tellement verrouillé que les discussions en ce moment à l'Assemblée nationale sont pitoyables. Elles tournent uniquement autour du pass vaccinal. On ne peut rien dire d'autre. On doit soit dire d'accord monsieur, soit la boucler. Et ça fait que l'Assemblée aujourd'hui n'est pas le lieu où on élabore la loi. C'est une imprimante. C'est l'imprimante de monsieur Véran qui arrive, qui a sa majorité parlementaire, qui lui obéit bien aux ordres comme il faut et qui derrière obéit. Alors c'est un peu la constitution de la Ve République. Je sais que votre leader, évidemment. Non mais vous voyez qu'il y a un petit Mélenchon. problème quand même dans la discussion. J'espère que les gens seront sensibles à cet argument. Je conçois qu'en gros, la majorité décide et que la minorité politique, effectivement, parfois est contrainte de subir malgré ses oppositions et ses propositions. En crise, c'est bien d'écouter tout le monde. J'entends évidemment très bien ce que vous dites. On parle juste du système. Mais Marie-Laure Alby, ce qui est intéressant, c'est effectivement le passage de ce pass vaccinal. Il avait été retoqué, non évoqué, puis finalement, il va y venir. Été dit n'est pas à l'ordre du jour. Ouais. C'est toujours la difficulté, c'est qu'il y a le temps scientifique, le temps politique. Ceci dit, vous avez dit, madame, que c'était pas à l'ordre du jour. C'est pas ce qui a été dit, hein. Ce qui a été dit, par exemple, vous aviez Emmanuel Macron qui a dit, je le cite, je le dis, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Je veux dire, c'est quand même le président de la République. Pas. Oui, bah, attendez quelques secondes, vous allez voir. Non, de facto, le pass vaccinal n'est pas un vaccin obligatoire. Vous avez une autre citation, si vous voulez. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui avait dit récemment, on a complètement écarté, je veux être absolument clair, c'est le quotidien concernant le pass vaccinal. Gabriel Attal qui dit, on ne va pas le demander aux Français un pass sanitaire pour boire un café en bas de chez soi. C'est aussi une citation. Et il y a Braun-Pivet, c'était à quel moment? La même chose. C'était à quel moment? C'était il y a un an environ. Il n'y avait pas 200 000 cas de contact. On était en plein dans une vague sanitaire. Et le problème, madame, vous savez pourquoi je vous dis ça? Après, c'est une question qui est plus sur le présent, mais je vous écoute. Je fais partie d'une génération. Ça fait des années, mais depuis le quinquennat Hollande, que nous vivons sous un état d'urgence. On vit dans un état d'urgence sur le terrorisme. On vit dans un état d'urgence sur le sanitaire. On ne sait plus vivre que sur le régime d'exception permanente de l'état d'urgence. C'est le régime de l'exception permanente. Qu'est-ce que vous allez faire à la France Insoumise? Est-ce qu'il y a une décision qui a été actée? Le dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon avait réuni plus de 2000 personnes, par exemple. Pour l'instant, c'est pas acté. Je pense que le groupe parlementaire se prononcera là-dessus. Pour l'instant, c'est pas acté. Qu'est-ce que vous préconisez? Justement, moi, je sais pas encore. Vu que c'est pas le cas pour les organisations politiques, pour l'instant, c'est pas la priorité pour nous. Mais juste sur la vaccination. Et donc vous allez réunir 2000 personnes sans masque parce que c'est à l'extérieur? Comment ça sans masque? Puisque vous dites qu'à l'extérieur, il n'y a pas de besoin. Vous dites qu'à l'extérieur, il n'y a pas besoin de masque. Dans la rue. Le meeting de Jean-Luc Mélenchon était en intérieur, était en salle. En plus, c'était en intérieur. Me semble-t-il. Bah oui, mais c'était avec des masques, du coup, je comprends pas. Un tout petit peu pour... Non, mais attendez, parce que vous en quelques secondes, parce que je vois qu'on aille à l'étranger voir et faire la comparaison. D'accord, moi je suis un peu bête. Je vais vous lire quelqu'un qui dit... Aucun pays ne pourra sortir de la pandémie à coup de doses de rappel. Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin, en détournant les doses disponibles vers des pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, permettant aussi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. Alors cette personne, c'est le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Donc moi, je dois être bête, mais j'estime qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une espèce de peur panique du virus, et il y a des raisons objectives. Je veux dire, les soignants sont épuisés, je le comprends, et ils ont intérêt à ça, et c'est pour ça que je suis vacciné, hein, d'ailleurs. Mais quelle est cette remarque? Vous voulez dire qu'il faudrait libérer les brevets, mais ça c'est pas du côté français. En l'occurrence, le gouvernement français ne peut pas grand-chose. Il l'a demandé, Joe Biden l'a demandé, alors que la plupart des grands laboratoires sont américains. Et en l'occurrence, ça n'avance pas. Ça fait partie des batailles à mener. Ah mais je vous laisse la responsabilité, mais c'est vrai que ça n'avance pas. Au début, il y a un an, la France s'est opposée au sein de l'Organisation mondiale parce qu'on attendait un vaccin français qui est toujours pas arrivé. C'est quand Joe Biden a commencé à mettre la question sur la table, vous comprenez que ça. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui n'auront pas accès à la vaccination de masse avant 2023. Est-ce que vous avez envie de vous traîner des variants jusqu'en 2023? Ni des vaccins. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de vacciner notamment les 85 pays pauvres qui n'y ont pas accès, plutôt que de vacciner les 5 à 11 ans ici. Voilà, justement, on va prendre la direction de l'étranger. C'est d'ailleurs une des remarques évidemment de l'opposition, pas seulement, mais c'est la suppression, la fermeture de ces 5700 lits de réanimation depuis le début de la crise, avec la réforme de l'hôpital qui devrait même être au centre des débats pour la prochaine présidentielle.
J'espère que ça sera au centre des débats parce que ça fait depuis des années qu'on en parle. Je sais que Jean-Luc Mélenchon, depuis 2012, première fois où il était candidat à l'élection présidentielle, on parlait d'un recrutement massif parce qu'on savait les soignants étaient massivement touchés par la gestion comptable de la santé qui consiste à dire aux gens qu'en gros la santé c'est pas un bien auquel tout le monde doit accéder mais c'est un coût, voilà, et qu'il faut que ça soit rentable. Alors que non, la santé, ça ne doit pas être rentable. Et là, on se retrouve dans des situations quand même ubuesques où vous avez effectivement en pleine épidémie 5000 lits d'hôpital qui sont fermés. Et vous arrivez même à avoir des députés En Marche qui nous sortent des arguments pour justifier ça. Je crois que Aurore Berger récemment nous a dit que plus de lits en réanimation, c'était pas bien parce que c'est plus de personnes intubées, plus de décès et plus de séquelles. Comme quoi, il faut pas tweeter pendant les fêtes, je pense. C'est dangereux parce que en vérité, les soignants, ils sont aussi fatigués de ça. Je veux dire, c'est pas parce que il faut pas qu'il y ait plus. Évidemment qu'il faut pas qu'il y ait plus de gens infectés, mais enfin. Plus de lits d'hôpital, ça aurait permis aussi aux soignants de se reposer, de pouvoir prendre des week-ends, de pouvoir passer du temps en famille. On oublie quand même assez régulièrement que les soignants, c'est pas des machines, quoi. Et la plupart des soignants ils n'ont pas demandé la lune, ils ont demandé une augmentation de salaire. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui... Une prime de 100 € net pour certaines catégories. Une catégorie. On parle de salaire parce que justement, les primes, on connaît. Oui, je sais. Non, mais je dis pas que c'est vous, mais les primes, on connaît. Justement, on parle d'augmentation de salaire. Je ne suis pas au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de soignants qui sont obligés d'être dans des villes, parfois à 1 heure en voiture ou en train, parce qu'ils ne peuvent pas se loger en Île-de-France. Par exemple, c'est le cas pour l'Île-de-France. Et la deuxième demande qu'ils ont, c'est de faire en sorte que leur travail soit pas celui de traiter les êtres humains comme du bétail, comme à la chaîne, mais d'avoir le temps dans l'hôpital, de pouvoir regarder ses patients, de pouvoir discuter avec eux. Parce que quand vous êtes un patient et que vous vous sentez seul, c'est toujours plus sympa pour le soignant comme pour le patient d'avoir quelqu'un qui a un peu de temps, qui vous fait pas prendre votre douche en 5 minutes, qui vous brutalise et qui se retrouve en fait à vous brutaliser contre son gré. Mais voilà, c'est un hôpital humain que les gens veulent. J'aurais le sentiment justement d'Agadir, on va pas réagir à ce que disait... Mais oui, parce que on n'éteint pas un incendie à moitié. C'est pas possible. Aujourd'hui, dans les pays riches, en début décembre, on était à plus de 140 doses administrées pour 100 habitants dans les pays riches. Dans les pays pauvres, on en était à 7 doses pour 100 habitants. Comment vous voulez que ça s'arrête ? Comment est-ce qu'on peut penser qu'il ne va pas y avoir une circulation du virus et que le virus va venir se percuter aux populations vaccinées et puis que le virus va s'adapter, il va muter et puis du coup, il va résister plus au virus ? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'enjeu, il est là. Et dans la solidarité internationale, je le redis, la France fait aujourd'hui le choix de vacciner plutôt des enfants de 5 à 11 ans ou des publics comme moi, de faire une 3e, voire pour certains pays des 4e doses pour des publics comme moi qui ne sont pas sans risque. Je le redis, mais dans lesquels c'est quand même... Médicalement. Mais bien sûr, parce que l'initiative COVAX, dont on a parlé tout à l'heure, vous savez, c'est l'initiative qui permet d'aider les autres pays à l'international. Elle avait pour ambition, cette initiative, de distribuer 2 milliards de doses. Fin 2021. Et en décembre 2021, on en était à 580 millions de doses vraiment distribuées. On en est donc à un quart à peine de ce qu'on s'était promis. Voilà où ça nous mène. Et quant au fait de dire que les pays pauvres n'auraient pas les capacités de production, mais figurez-vous que vous avez par exemple des pays comme l'Inde. L'Inde, c'est le premier producteur de médicaments génériques au monde. C'est pas des petits, quoi. Je veux dire, là, on parle de gens qui ont des capacités. Mais l'Inde n'est pas, par exemple, l'Afrique noire. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans la même situation de capacité, en tout cas. Si on levait les brevets, par exemple, un pays comme l'Inde pourrait produire massivement, y compris pour les autres. Répressif. David Guiraud, on dit souvent que le propre d'une crise, c'est de révéler les faiblesses et les forces d'un système. On est en plein dedans. Le manque de moyens, ce serait les faiblesses, et les forces, ce serait la qualité ou l'engagement du personnel. Je le résume à ma façon, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, mais... du personnel et du peuple français. Le problème, c'est qu'on est en face d'un gouvernement qui, là, est en train de nous parler du port du masque en extérieur, alors que je suis désolé, dans quelques jours, il y a une rentrée des classes. Le 3, lundi, voilà. Comme prévu. Comme prévu, donc le gouvernement a décidé de ne pas la repousser, c'est un choix. Mais qu'est-ce qu'on fait là, du coup, pour nos enseignants, pour les profs ? Par exemple, moi je le redis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de distribuer des masques FFP2 à tous les profs, au moins ? Je ne sais pas, c'est quelque chose qui pourrait être utile. Vous savez, ils ont peur, les purificateurs d'air de mémoire. Des purificateurs d'air. Alors, non, mais ça, le ministre de l'Éducation a répondu. Il a dit il suffit d'ouvrir les fenêtres. Alors, je vous conseille d'essayer d'ouvrir une fenêtre dans une classe d'élèves de 6e en plein hiver. Voilà, vous allez être bien accueillis, vous allez comprendre votre douleur. Et puis même, il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des profs qui vous disent aussi qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent pas tellement les écoles sont délabrées. Donc, dans tous les cas, c'est plus utile de pouvoir avoir des purificateurs d'air. Ça fait depuis 2 ans que la France Insoumise en parle. Alors, on nous prenait pour des fous au début. Maintenant, on commence à nous dire que c'est peut-être utile. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a les universités. Je vous rappelle que là... Avec des partiels. Les partiels, ils ont été maintenus début janvier en présentiel. Je vous rappelle que l'année dernière,
il y avait des partiels maintenus en présentiel avec des étudiants qui, malgré le fait qu'ils avaient le Covid, étaient obligés, ou parfois cas contact, étaient obligés, malgré le fait d'être cas contact, d'aller à leur partiel sous peine d'avoir un 0. Ça avait déclenché une colère immense parce que là, les étudiants ils sont en train de galérer et on est en train de refaire exactement la même chose. Exactement la même chose. Ça, c'est terrible. On est en train d'envoyer comme message aux étudiants qui comptent pas. Qui compte pas. Et qu'est-ce qu'on a? On a une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est probablement en ce moment occupée à chasser les fantômes de l'islamo-gauchisme ou alors je sais pas, la dernière c'était le wokisme, hein, je crois. Donc voilà, elle est occupée à ça. Elle, on ne sait pas ce qu'elle a prévu pour assurer la sécurité en fait des étudiants, la sécurité, la stabilité dans le parcours d'études. C'est ça qu'on attend, c'est des mesures concrètes, plutôt qu'un pass vaccinal ou d'un super pass 2G+, parce que j'ai vu que maintenant c'était ça, c'est le super pass 2G+, moi au début je croyais que c'était un forfait téléphonique, cette histoire, donc ça devient absurde. Ça devient absurde, ça n'a plus de sens. On a besoin de choses concrètes, simples, les masques, les tests, gratuits. C'est des choses simples. Et qu'est-ce qu'on nous fait à la place? Les vaccins, les brevets libres, voilà, se battre pour ça. On a besoin de voir des gouvernants. Focalisons aussi sur les gens. Oui, non, mais qui se battent. Et puis sur le personnel, parce que les profs, faut les aider. Voilà, faut les aider. Ils sont inquiets, les profs. Ils ont une famille aussi. Ils ont pas envie d'avoir le virus. Il y en a qui ont des facteurs de comorbidité, etc., etc. Donc voilà, des choses simples qui sont pas faites. Et au lieu de ça, quoi, on condamne à la mort sociale des gens. Parce que ça, je tiens quand même à l'affirmer. Il y a des sanctions, vous savez, quand vous faites des délits, etc. Mais là, ce qui est prévu pour les gens qui ne sont pas vaccinés, d'ailleurs, on est en train d'essayer de faire croire que c'est de leur faute si le variant Omicron revient, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est prévu, c'est une mise à mort sociale. C'est pas rien. Hein. Je veux dire, c'est pas une sanction comme les autres. Vous ne pouvez plus rien faire de vos vies. Voilà.